Merci beaucoup Nathan de nous recevoir ici dans le Code Fit Partners. C'est mon plaisir de faire cette interview. Yes, c'est très cool. Hâte d'en savoir plus sur mon compère. Donc du coup, pourquoi on a créé, nous, ImmoCompare En fait, ImmoCompare, on souhaitait investir dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'on avait tous les deux eu nos CDI et on cherchait à investir. Et on cherchait à investir avec toutes les solutions d'investissement du marché. Le problème, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on ne trouvait pas de site vraiment qui nous permettait d'avoir une analyse claire, complète sur chacune des solutions en faisant vraiment une analyse avec les avantages, parce que bien sûr, toutes les solutions ont des avantages, mais il y a aussi des inconvénients, ou des points de vigilance, des réticences. Et en fait, on ne trouvait pas forcément cette information. Donc on s'est dit avec Thibaut, il faut qu'on fasse ça, en tout cas pour nous, et ensuite après, pourquoi pas le faire pour d'autres en créant ce site ImmoCompare. Ok, donc l'objectif c'est vraiment d'être un référentiel de toutes les solutions et de pouvoir les analyser et les distribuer au plus grand public. C'est ça, donc c'est vraiment le distribuer au grand public en donnant des analyses complètes, tout en ayant une partie offre des réductions exclusives et ou cashback, où en fait on va permettre de négocier avec les partenaires que nous recommandons, parce que bien sûr, quand on analyse les solutions, il y en a qu'on recommande justement, comme Wally, et d'autres qu'on ne recommande pas. Donc avec celles qu'on ne recommande pas, on ne demande pas d'offres de négociation et de partenariat. Par contre, avec celles que l'on recommande, on propose des offres de réduction, donc soit des codes promo, ou alors du cashback, c'est-à-dire que nous, on va recevoir une commission de la part de nos partenaires, et ensuite après, on va reverser une partie de cette commission aux investisseurs qui sont passés par ImmoCompare. Ok. Comment vous faites pour trouver les partenaires, explorer toutes les solutions, sachant qu'il existe quand même une diversité dans chaque solution? C'est quoi un petit peu la méthode d'investigation? Donc ça dépend en fait des verticales. C'est sûr que sur l'immobilier fractionné, qui est une nouvelle verticale un peu d'investissement, il y a beaucoup moins d'acteurs, donc on les connaît déjà un peu de nom, ou en tout cas ils sont facilement retrouvables. Ensuite, par contre, sur des verticales beaucoup plus développées, par exemple comme les plateformes d'investissement clé en main, là on va aller chercher, il y aura un travail de recherche déjà sur les moteurs de recherche, et ensuite après, le monde de l'immobilier, comme n'importe quel secteur, c'est un petit monde, et donc tout le monde se connaît, et donc après au final, c'est à force de parler avec les différents partenaires qu'on nous dit, mais est-ce que vous avez déjà fait cet avis sur cette solution, et ensuite nous, après avec Thibaut, on va aller voir toutes les solutions et commencer à faire les avis. Ok, très bien. Là aujourd'hui, vous travaillez sur quel type de solution? C'est quoi les grandes verticales que vous présentez? En fait, on a commencé par peut-être la principale ou la plus connue des solutions d'investissement en immobilier avec des entreprises, donc qui est le plateforme d'investissement clé en main. Qu'est-ce que le plateforme d'investissement clé en main? C'est d'acheter un bien pour ensuite le mettre en location. Et donc en fait, ces plateformes-là s'occupent de faire toutes les étapes de A à Z, donc c'est-à-dire de la recherche du bien jusqu'à la mise en location et même jusqu'à la gestion locative du bien. Et donc en fait, on a commencé par ça. Ensuite, après, on s'est dit, on va aussi aller sur d'autres plateformes qui sont peut-être un peu moins connues, comme le crowdfunding immobilier, qui est quand même de plus en plus reconnu, mais qui n'était pas forcément reconnu par tout le plus grand public. Donc le crowdfunding immobilier, aussi les SCPI, qui est là un produit beaucoup plus ancien et que tu connais bien aussi. Et ensuite, et l'immobilier fractionné. Ensuite, après, on a aussi cherché à donner des informations pour ceux qui souhaitent se former par eux-mêmes et non pas uniquement en fait, donner leur argent aux plateformes et ensuite que les plateformes s'occupent de leur argent. Et donc là, on a fait des comparaisons des différentes formations immobilières qui existent. Okay. Et là, comme toutes les verticales, il y en a énormément. Il y en a qui sont très bien et il y en a qui sont un peu moins bien. C'est un petit peu le fourre-tout, la formation immobilière, ce qu'on voit notamment toutes les stars d'Instagram, de TikTok qui proposent d'être entiers en 6 mois via des formations immobilières. Est-ce que vous avez vraiment dressé un panorama complet ou vous êtes resté vraiment sur des acteurs très professionnels? Ça, pour le coup, on a voulu faire un peu des deux pour vraiment que l'investisseur qui va sur notre site puisse se dire, ok, en fait, elle est là la différence entre les différentes formations. Et en fonction de notre grille de notation, on va pouvoir dire, ok, celle-ci, ça peut être un scam parce que en fait, ils ont ces éléments-là qui ne tiennent pas forcément la route. D'autres, par contre, des acteurs qui eux aussi peut-être font des publicités un peu incitatives, ou en tout cas peut-être juste pour inciter les gens à venir sur leur site justement, mais par contre, ils ont une approche qui est complètement différente, où là en fait, ils vont donner un accompagnement et une expertise qui est clairement claire en fait, pour les investisseurs et qui puissent comprendre en fait, où ils vont aller quand ils vont acheter ces formations. Parce que souvent, le problème de ces formateurs-là, c'est qu'en fait, ils donnent le résultat, mais ils ne donnent pas forcément la manière d'opérer. Donc en fait, les personnes sont un peu perdues parce que quand ils achètent la formation, ils se disent, mais ok, c'est très clair, mais en fait, je n'ai pas du tout les étapes à suivre pour un débutant, en tout cas. Ouais. Peut-être pour un investisseur aguerri,
ça peut être intéressant d'avoir un complément d'information. Mais pour quelqu'un qui commence dans l'immobilier, énormément de paramètres à prendre en compte. C'est compliqué en fait de suivre ces formations. En tout cas, c'est pas forcément très clair sur leur site la cible qu'ils recherchent. Totalement. Donc là, si je comprends bien, aujourd'hui, c'est une vision à 360 des solutions immobilières, qu'elles soient plus ou moins structurées. Et du coup, c'est quoi l'avenir pour vous? Comment vous voyez votre service? Comment vous le voyez évoluer? C'est quoi un peu la trajectoire que vous voulez donner à votre produit? Le but, c'est vraiment de donner, donc, de comparer toutes les solutions du marché par les verticales que je t'ai données. Ouais. Et ensuite, c'est de permettre de guider la personne qui va sur notre site et qui souhaite investir dans l'immobilier. Il ne sait pas vraiment où et avec qui il veut le faire. Et en fait, il y aura un formulaire, ou en tout cas un élément qui va permettre de guider l'investisseur dans son parcours sur le site pour dire en fonction de ses objectifs, quelle solution est la plus adaptée. Est-ce qu'il a un budget assez important? Peut-être c'est plus intéressant de faire du client. S'il a un budget qui est moins important, mais peut-être, ou en tout cas, il veut comprendre un peu plus où va son argent, l'immeuble fractionné, par exemple, peut être une solution. En fait, ça va vraiment être de guider en fonction de son objectif, tout en gardant cette partie donc, analyse et offre de réduction. C'est une panoplie de conseils que vous offrez. Et est-ce que vous avez, comme bien souvent dans le milieu de l'investissement immobilier, des contraintes réglementaires, comme par exemple conseiller en investissement financier, en gestion de patrimoine? Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous êtes penché et être sûr qu'à aucun moment l'AMF peut venir vous saisir votre site? Totalement. En fait, la limite, elle est très étroite. Et justement, nous, en fait, on ne parle pas de conseils financiers. Nous, ce qu'on donne, en fait, c'est des avis sur les solutions, où on donne les avantages et les inconvénients, mais où, en fait, on donne ces avis-là. On n'est pas dans un conseil en disant, voilà, en fait, vous allez investir là, comme cela. Mettre 10 000 ici, 20 C'est 000 ça. ici. C'est pas le but, en tout cas, c'est pas encore le cas. Ça peut être le cas, et là, dans ce cas-là, on ira voir les différentes instances qui existent pour être en règle. Mais pour le moment, en tout cas, c'est pas le cas. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, sur la trajectoire que l'on veut mettre, il y aura un moment donné où on devra vraiment encore vérifier par rapport aux instances pour être en règle, puisque le but c'est qu'Immo Compare perdure et vraiment devienne un site de référence dans l'investissement immobilier. Ok, super. C'est un très beau projet et c'est vrai que même moi en tant qu'investisseur plutôt aguerri, je travaille dans ce milieu-là. C'était difficile de trouver sur une seule et même référence avec une méthode d'analyse qui est rigoureuse, avoir vraiment un profil complet de chaque type d'investissement et de pouvoir se dire ok, ça c'est plutôt adapté à mon profil, ça l'est pas du tout, etc. Et du coup c'est une super démarche que vous faites. Je pense que ça peut aider aussi bien les nouveaux investisseurs, les investisseurs débutants, mais comme vous avez aussi une approche qui est très chiffrée d'un point de vue quantitatif mais qualitatif, même pour des investisseurs qui ont déjà beaucoup d'expérience, ils s'y retrouveront et ils seront d'accord avec vos méthodes. Donc en tout cas, tous les articles que j'ai lus, à chaque fois il y avait une méthodologie qui était très claire, des modes de calcul qui sont très clairs et qui sont partagés par la plupart des investisseurs, que ce soit le calcul du TRI, le calcul du cash on cash, etc. Et du coup, je vous souhaite vraiment de continuer là-dedans et de peut-être même aller voir d'autres solutions dans d'autres pays. Enfin, il n'y a aucune limite dans votre développement. Justement, quand tu parles d'autres pays, c'est marrant parce que Immo Compare, en fait, il y a déjà un site qui avait été débuté en Allemagne, finalement, qui n'a pas continué. Et c'est un peu la même démarche qui montre qu'en fait, ce besoin-là qu'on a en France, il est aussi présent dans d'autres pays européens, dont l'Allemagne, en fait, où même ils avaient trouvé le même nom que le nôtre. Donc finalement, c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec ce nom-là, et c'est aussi pour ça qu'on avait choisi. Ok, top, très bien. Peut-être juste dire qu'on va commencer à lancer toute notre stratégie de contenu. Donc, si vous voulez suivre nos différents réseaux pour justement avoir différents avis sur l'investissement, que vous soyez débutant ou investisseur aguerri, le but c'est qu'en fait, dans notre stratégie de contenu, on va proposer pour ces deux cibles-là. Donc, en fait, des contenus un peu plus chiffrés, comme tu l'as dit, où là, en fait, on va aller dans les détails, comprendre comment ça marche pour les personnes qui veulent vraiment comprendre, parce que tout le monde veut comprendre, mais peut-être qu'on a la capacité de le comprendre, et d'autres débutants où là, on va juste les amener à comprendre quelles sont les différentes perspectives sur l'immobilier, mais aussi quelles sont les différentes solutions qui existent en fonction de leur profil. Et comme ça, ensuite, ils pourront décider d'investir, peut-être pas tout de suite, mais ils auront ça dans leur tête jusqu'après pour revenir sur le site d'Immo Compare et travailler avec nos partenaires. Du coup, c'est quoi les sources? On vous trouve sur Instagram, sur Facebook, sur Internet? On va essayer de faire une stratégie vraiment multicanal, c'est-à-dire qu'on va bien sûr sur Google, ensuite après on va aller donc, sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok aussi, on va essayer de donner un peu des avis assez rapides
ou en tout cas en deux, trois mots sur chaque solution. Ensuite, après que la personne s'y est intéressée, qu'elle puisse aller voir le site pour avoir l'avis complet. Et aussi sur YouTube, où en fait on va proposer deux types de contenus. Donc un où en fait on va résumer aussi les avis que l'on fait par vidéo, plus toute une partie vlog et création de l'entreprise ImoCompare, parce qu'en fait on souhaite aussi partager avec les différents internautes comment on a créé ImoCompare et aussi comment on est arrivé là, parce que c'est comme toute entreprise, on a eu beaucoup d'étapes et on est content de les partager avec notre audience. Ouais, super, ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir et de te recevoir en particulier pour aujourd'hui parler de l'immobilier de manière globale, l'investissement immobilier. On le sait, toi et moi, c'est un mot très fort en France. On a une vraie volonté française d'être propriétaire, de faire de l'investissement locatif. C'est un petit peu une réussite dans la vie pour beaucoup d'être propriétaire et de pouvoir se dire que j'ai réussi à faire de l'investissement locatif. Pour autant, c'est un investissement qui est compliqué d'accès pour plein de raisons, qui demandent énormément d'engagement, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes d'investissement personnel, en termes d'apport, et qui aujourd'hui, j'ai l'impression, est de plus en plus compliqué, ou qui du moins n'est plus le rêve de toute une vie pour notre génération. Pour autant, il y a plein d'autres solutions qui existent, et c'est votre mission de présenter toutes ces solutions. Et du coup, c'est pour ça que je trouve ultra pertinent qu'on puisse parler de l'immobilier de manière globale, de tout ce qui existe, tout ce qui se fait dans l'immo. Et j'ai une première question pour toi. Aujourd'hui, comment tu arrives à lire le marché de l'immobilier, de l'investissement immobilier sur 2023 avec tout ce qu'on entend? C'est quoi un petit peu ta grille de lecture? Nous, c'est assez intéressant parce que du coup, chez ImmoCompare, on a la possibilité d'échanger avec beaucoup d'acteurs du secteur. Donc, en fait, on a un peu leur retour et en général, quand on échange avec une telle solution, on va parler avec des CPI, on va parler avec des fondateurs de plateformes de crowdfunding, avec des fondateurs comme toi d'immobilier fractionné. Et du coup, en fait, on a un peu les retours de chacun. On a aussi l'investissement clé en main qui est super intéressant parce qu'eux, ils sont directement dans l'investissement locatif classique. Donc, en fait, on a un peu tous ces retours. Tous ces retours, ils arrivent un peu au même stade en 2023. Hein. Je pense que ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'immobilier ont entendu que c'était une période quand même très incertaine. Donc l'augmentation des taux d'intérêt qui forcément a un impact direct sur l'immobilier. Il y a aussi le fait que c'est de plus en plus dur de se financer avec des conditions qui sont de plus en plus dures. Et donc ça, en fait, pour toutes les verticales qu'on observe, ça va avoir des impacts un peu différents. Donc il faut faire attention en fonction de la verticale. Donc, par exemple, on va avoir le crowdfunding immobilier qui agit beaucoup sur le neuf, donc sur les promoteurs immobiliers. Et donc là, il y a un vrai sujet parce que forcément, les logements neufs, il y en a beaucoup moins qui sont déjà développés, donc il y a moins de projets. En plus de ça, il y a beaucoup moins d'acheteurs parce que forcément, ça coûte plus cher d'acheter. Et en plus de ça, eux, ils ont plus de mal à se financer parce qu'ils se financent aussi plus cher. Ils ont tous les ciseaux. La promotion est, je pense, la verticale d'immobilier qui a le plus recours à la dette, en tout cas à des niveaux d'endettement élevés, que ce soit de l'ordre de 80 et 60%, voire même certains plus, 85-90%. Et du coup, comme tu disais, avec les restrictions sur le marché de la dette, plus les restrictions d'urbanisme, tous les maires qui ont passé certaines lois, qui ont réduit le nombre d'autorisations de permis, fait que c'est un milieu aujourd'hui, crowdfunding, où on s'interroge grandement sur l'avenir des 18 prochains mois et la réussite des projets. Complètement. Mais après, je pense que ça répond quand même à un vrai besoin des promoteurs, mais aussi des investisseurs. Et ça a été un investissement incroyable sur les 6-7 dernières années et ça a eu un succès fou et un peu à juste titre parce que quand on voit des taux de défaut à quasiment 0% pour plein de plateformes sur des centaines de projets avec des rendements à 10%, on comprend que ça a intéressé beaucoup de gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de questionnements. Par contre, je pense que ça reste intéressant. Il faut redoubler d'efforts sur le choix de sa plateforme, mais surtout sur le choix des projets, je pense. Donc, on va vraiment faire attention sur les contrats, faire attention sur les sûretés qui sont offertes par les différents projets, faire attention aux promoteurs, aux porteurs de projets. Donc, aller vraiment plus loin dans l'analyse de chaque projet pour continuer à profiter d'un investissement qui est quand même hyper intéressant et qui propose des rentabilités toujours intéressantes, mais c'est sûr avec beaucoup plus d'incertitude actuellement. Qu'est-ce que tu penses, toi, de toutes ces bad news qu'on a eues sur la SCPI avec les revalorisations des parts à la baisse? Qu'est-ce que tu en penses et comment tu vois l'avenir de la SCPI, que ce soit en termes de collègues et aussi en termes de profil d'investisseur?
Alors c'est vrai que bon, il y a eu des gros coups durs sur la CPI, Amundi qui a fait pas mal baisser le prix de ses parts Moins 20%, je ouais, pense, dans ces en eaux-là, moyenne. ce qui est vraiment ce qui est super conséquent, surtout les SCPI où on a des CGP qui disent c'est sans risque, allez-y les yeux fermés, vous pouvez mettre toute votre épargne. Donc c'est vrai que je pense que ça met un gros coup, je pense que c'est pas fini. Et je pense qu'il va encore y avoir des annonces sur quelques SCPI qui sont très concentrés sur l'immobilier de bureau. On peut, je sais pas, par exemple, penser à Quorum XL, donc Quorum qui est une super société de gestion, à mon avis, mais qui sur Quorum XL sont très exposés, notamment en Angleterre, à Londres, qui connaît une situation immobilière encore plus compliquée avec les taux variables. Donc je pense qu'il va encore avoir des prix, des parts qui vont baisser, surtout sur l'immobilier de bureau. Après, la SCPI, ça reste un investissement qui est là depuis des années, des dizaines et des dizaines d'années. Ça intéresse toujours les Français, c'est très rassurant. Parce qu'en fait, ça permet une diversification vraiment extrêmement importante de son portefeuille. Il y a des secteurs qui se portent toujours très bien, la logistique, la santé, sur lesquels les SCPI sont. Donc je pense que ça va continuer à baisser. Il faut peut-être voilà, vraiment pareil, prendre du recul un petit peu, surtout sur les SCPI très concentrés sur l'immobilier de bureau. Et par contre, voilà, toujours continuer à regarder d'autres SCPI qui peuvent offrir des rendements intéressants, tout en faisant attention à sa fiscalité, parce que c'est un des gros sujets de la SCPI. C'est le gros sujet. Ouais. Les deux sujets, c'est la fiscalité et aussi les délais. Ouais. On est dans une temporalité sur les SCPI où tout de suite on s'inscrit sur le temps très long parce que on a des délais légaux déjà pour être propriétaire de sa part, plus le temps nécessaire pour venir couvrir les frais de souscription. Et notre génération, années 90, années 80, on est habitué à avoir de l'instantané et la SCPI ne répond pas à cet enjeu-là. Et c'est pour ça d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, que l'immobilier fractionné est aussi une manière de rendre plus liquide ce marché-là. Et si je résume un peu ton propos, si je l'ai bien compris, c'est que le choix de la SCPI est ultra important parce qu'on va avoir des SCPI qui vont surperformer. Par exemple, des SCPI qui sont basés sur la logistique, qui sont basés sur de l'immobilier de santé, ou ce qu'on peut appeler immobilier géré de manière globale, que ce soit la santé, le camping, l'hôtellerie. Et d'autres SCPI qui sont très engagés sur du bureau, notamment, tu parlais de Quorum, moi je pense à La Française, qui ont acheté des milliers et des milliers de mètres carrés en bureau, et qui aujourd'hui connaissent des grandes difficultés, puisque la valorisation d'une part de la SCPI dépend de la valorisation de ces immeubles-là, et ces immeubles-là aujourd'hui connaissent des situations locatives difficiles, ce qui du coup a un impact à la baisse sur la valeur de l'immeuble. Et ensuite, ça, en réaction en cascade, ça a un impact sur la valeur de la SCPI. Est-ce que, autre question, pour toi, les expertises des SCPI sont un peu pipées ou faussées, et du coup, aujourd'hui, c'est plutôt une correction logique qu'une baisse du marché de l'immo? Je pense que comme partout, il y a des gens des sociétés qui font bien leur travail avec vraiment des experts indépendants qui vont expertiser sans pression externe. Et d'autres où j'imagine forcément que dans tout secteur, quand il y a des gros sujets d'argent en jeu, qu'il y a un expert, même indépendant, il y a toujours des moyens potentiellement de faire pression, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a tout, mais je pense qu'il y a quand même des sociétés qui font bien leur travail. Moi, ma vision sur les expertises, c'est qu'en fait, inconsciemment, on était habitué entre 2010 et 2020 à avoir un marché qui chaque année prenait de la valeur. Et du coup, que ça soit 2, 4, 5, 6%, on était dans une logique continue de prise de valeur. Et du coup, en 2022, 2023, surtout là 2023, quand on nous annonce qu'on perd de la valeur, c'est un schéma mental qu'on avait complètement oublié. Et du coup, les asset managers qui sont jeunes, récents, ils n'ont connu que de la hausse de valeur. Et c'est super intéressant de discuter avec des asset managers, des gestionnaires de portefeuille qui ont connu les années 80, les années 90 et les années 2000, et qui pour eux, une hausse, elle est limitée dans le temps. Et l'immobilier a un cycle, et ça il faut bien le prendre en considération. Et beaucoup d'asset managers n'ont connu qu'un cycle haussier et se sont dit c'est ad vitam aeternam, c'est un cycle haussier. Du coup, tous les BP, toutes les prévisions étaient constamment sur de la hausse. Sauf que voilà, c'est un marché qui atteint certaines limites, qui s'insère l'immobilier dans un écosystème avec des conditions macroéconomiques qui peuvent être favorables comme défavorables. Et donc là, aujourd'hui, on rentre dans un cycle défavorable avec notamment des taux qui ne sont pas délirants d'ailleurs. Quand on regarde les taux historiques, ils ne sont pas délirants. Mais on était habitué à des taux qui étaient anormalement bas
ce qui provoquait une hausse. Donc moi, les experts, il y a le côté marché, mais il y a aussi les biais psychologiques qu'on peut avoir. Et ce qui est ultra important dans l'investissement, c'est de faire attention à ces biais psychologiques, à être vraiment objectif. Et donc c'est un vrai travail. Quand on choisit un expert, on choisit une société, mais on choisit aussi une personne avec qui on travaille. Et il faut être vraiment aligné sur des critères rationnels et objectifs pour donner la valeur d'un bien, quel qu'il soit, immeuble, logistique, etc. Ok. Pour toi, c'est quoi aujourd'hui les points principaux que doit surveiller ou sur lesquels doit se renseigner un néo-investisseur? Sur les SCPI en particulier, Sur les SCPI de manière globale. de manière globale. En général, ce qui est pour moi important en tant que néo-investisseur, c'est de bien comprendre son profil déjà. Ça, c'est, je pense, la base, de bien comprendre quel risque je suis prêt à prendre sur mon capital. Il faut toujours se dire que s'il y a un gros rendement, il y a quand même un gros risque. Beaucoup oublient le couple risque-rendement. Exactement. Donc il ne faut pas oublier ça parce que ça a son importance. Il y a aussi en immobilier pas mal le risque-rendement à ajouter aussi au temps passé. Parce que ça aussi, je pense que c'est quelque chose que les gens oublient. Donc on peut avoir, typiquement si on investit à titre personnel avec un gros effet de levier sur des appartements par exemple ou sur la coloc, oui on va avoir des gros rendements avec un gros TRI parce qu'on utilise l'effet de levier. Par contre, le temps que tu vas passer, potentiellement les emmerdes que tu vas avoir avec les locataires, etc., c'est à prendre en compte. Et donc, justement, c'est intéressant pour Wally. Forcément, Wally, vous avez des rendements qui sont peut-être plus faibles. Par contre, il n'y a rien à faire et c'est complètement passif. Donc, c'est aussi à prendre en compte dans son analyse. Donc, bien comprendre son profil, le risque que je suis prêt à prendre, mais aussi le temps que je suis prêt à mettre dedans. Ça, je pense que c'est très important. Et ensuite, quand on choisit un investissement, c'est de bien comprendre la relation contractuelle qui existe entre, si on passe par l'intermédiaire, l'investisseur et l'intermédiaire. Et c'est ce qu'on répète toujours, mais c'est tellement vrai, c'est comprendre dans quoi on investit. Pourquoi? Parce qu'en fait, si ça se passe mal, on va prendre des décisions qui ne sont pas bonnes, on va paniquer. Alors que si on comprend dans quoi on investit et qu'on suit une stratégie dans laquelle on a confiance, on va attendre, patienter ou arbitrer en fonction. Mais typiquement, la bourse par exemple, si ça baisse fort et qu'on ne comprend rien, on va vouloir vendre, on va dire c'est nul comme investissement, je tombe au mauvais moment. Alors que quand on y croit, qu'on se dit j'ai une stratégie long terme, etc., on attend et au final ça remonte. Donc je pense que c'est les trois gros points de bien comprendre son profil, de bien comprendre la relation contractuelle qu'on a avec l'intermédiaire et en dernier point d'investir dans ce qu'on comprend. Et encore une fois, c'est intéressant Wally parce que tout le monde peut comprendre ce que c'est qu'investir dans un appartement. Et donc ça, je pense que c'est un gros point fort de l'immobilier fractionné. Et je pense que nous, on parlait des SCPI qui vont peut-être avoir un peu plus de mal face à ces nouveaux acteurs parce que c'est très facile de comprendre Wally, par exemple. On a voulu construire un projet Wally qui était un peu une pierre angulaire entre les points forts de la SCPI, les points forts du crowdfunding, comprendre les faiblesses de chacun des modes d'investissement qui existaient et nous faciliter ce parcours client. Comme tu disais, c'est important de comprendre dans quoi on investit. Et pour moi, une des vraies faiblesses de la SCPI, c'est qu'en fait, la SCPI, c'est assez compliqué à comprendre en termes de structure, en termes de structure financière, de structure juridique. C'est une documentation qui est très vite, très dense, très complexe. Beaucoup de termes techniques. Beaucoup de termes ultra techniques. Parce que en fait, c'est des définitions qui sont très encadrées. Pourtant, on s'adresse au grand public. Et à moins de lire le rapport annuel qui fait 150 pages et d'aller voir toutes les annexes, on ne peut pas comprendre précisément ce que contient notre SCPI, comment sont calculées la valeur de la part, sachant qu'on a 2 valeurs de part. Donc déjà, ça, c'est un vrai sujet. On achète à un prix, mais c'est pas la valeur de notre part. Donc, tu vois la valeur de réalisation, exactement. tu sais quoi, tu sais de comprendre ce que c'est, et ça peut vite perdre. Alors que la valeur d'un appartement, c'est exactement. Et donc avec Wally, le but c'était de simplifier aussi ce parcours client avec de l'information qui soit transparente, accessible et avec un mécanisme qui soit compréhensible en 5 minutes. Donc ça a été un vrai point et c'est pour ça que sur le 3e pilier, comme tu disais, comprendre dans quoi on investit, pour nous c'était vraiment essentiel que les personnes qui utilisent Wally ou qui utilisent l'immobilier fractionné se sentent vraiment familiers avec le produit.
Tu as parlé de le premier point, c'était en tant que néo-investisseur, comprendre son propre profil. Comment on fait pour savoir combien on est prêt à investir, quels risques on est prêt à supporter? C'est quoi un petit peu les grands indicateurs à suivre? Comment les interpréter? Je pense que la première chose à faire, c'est de se définir un objectif. C'est qu'est-ce que je veux faire avec l'épargne ou les investissements que je suis prêt à faire. Donc tout simplement, est-ce que j'ai envie de, je sais pas, préparer ma retraite? Est-ce que j'ai envie de devenir riche avec l'investissement? Est-ce que j'ai envie de passer beaucoup de temps, etc. Voilà, c'est vraiment définir vraiment un objectif clair et précis. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, regarder en fonction de son objectif ses ressources, combien on gagne, et le risque qu'on est prêt à prendre. Parce que forcément, parfois, on se rend compte que l'objectif n'est pas du tout en corrélation avec le risque qu'on est prêt à prendre. Donc si on veut devenir un millionnaire avec l'investissement, rapidement ou en 10, 15, 20 ans, ça va demander de prendre quand même beaucoup de risques et ça coûte beaucoup de temps. Et il y a des gens qui ne sont pas forcément prêts à faire ce temps-là. Donc vraiment essayer et toujours garder à l'esprit que s'il y a un gros rendement, ça va être beaucoup de risques, il y a un gros risque de perte de capital. Exactement, c'est ça, pour le nommer, c'est le risque de perte en capital. Assez simplement, plus le rendement affiché est élevé, plus l'investissement est exotique et le risque de perte en capital est élevé. À l'inverse, par exemple, si on prend l'assurance vie avec les fonds euros, le fonds euro a un rendement très faible, de l'ordre de 1-2%, mais avec un capital garanti. Et donc on va aller à l'opposé, par exemple sur des produits type private equity, venture capital, avec des rendements à deux chiffres 15-20%, mais aussi il y a un potentiel de perte qui est x20 par rapport à des produits moins risqués. Et après, il y a tout ce qui est bot de trading, tout ça, où là on a carrément potentiellement sur des arnaques. En fait, les arnaques, c'est tout simplement du ponzi en fait. C'est payer les intérêts avec ceux qui rentrent, etc. Et là, ils proposent, quand on a 10, 15, 20% d'intérêt par mois proposés, en général, ça c'est pas bon. Donc, faut mieux pas aller sur ça. Vaut mieux se retirer. Clairement, je pense que c'est pas bon. Même si ça fait rêver, ça n'existe pas. Donc, faut faire attention à ces choses-là. Ça, c'est un point que tu mentionnes et je suis totalement d'accord avec toi. En fait, l'investissement, il n'y a pas de recette magique qui, en 6 mois, permet de devenir millionnaire en ayant mis 500 euros. Il faut être clair là-dessus, il faut être transparent. Peut-être qu'en bourse, il y a eu quelques cas très rares qui représentent 0,001% où ça a pu arriver. Ou en crypto, ça a pu arriver. Il y en a ça a pu arriver, mais pour 99% des investissements, la dimension de temps est super importante et il faut la prendre en considération. Et encore plus dans l'immobilier, où l'immobilier c'est un investissement sur le long terme et l'investissement immobilier en 6 mois n'existe pas parce que déjà juste le temps des procédures pour investir prend quelques semaines, quelques mois minimum. Puis un point aussi qui est important à prendre en compte, c'est les frais qui rentrent beaucoup en compte et qui font que oui, il y a ce ratio au risque-rendement aussi. Il y a le temps et aussi il y a les frais des gens qui vont t'aider à investir. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Il y a les frais et aussi la fiscalité. Et donc là, pour avoir vraiment un point de vue complet, c'est ça à prendre en compte parce que le ratio risque-rendement il est super, sur ton investissement. Par contre, si ta fiscalité elle est catastrophique, ce qui peut même être le cas en SCPI, ce qui est souvent le cas, on peut potentiellement pas s'en compte et en fait, on a du 5%, 4% brut. On va se rendre compte qu'on est à 50% de fiscalité, ce qui arrive souvent si on a un TMI à 30%. En fait, on se retrouve avec un investissement à 2,5%. Et aujourd'hui, quand on a des taux vraiment sans risque à 2%, 3% même sur certaines obligations d'État, on se dit bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller prendre du risque pour mon investissement? Donc c'est aussi d'autres aspects à prendre en compte. Et pareil pour les frais. Les frais, on laisse beaucoup de frais. Mais sur plein, Wally aussi, il y a des frais, donc ça à prendre en compte forcément, et qui vont jouer sur le rendement. Et ça, c'est totalement. En principe, tous les rendements qui sont affichés sur des véhicules d'investissement immobilier ou sur l'immobilier fractionné sont après frais. Donc les frais sont pris en considération dans le rendement. En revanche, la fiscalité, on ne peut jamais afficher un rendement après fiscalité des particuliers parce que chacun a des situations qui sont singulières.
Sur la SCPI, c'est une fiscalité qui est vraiment au cas par cas, Très complexe. qui est très complexe. Sur l'immobilier fractionné et avec Wally, on est sur une fiscalité à la flat tax qui est à 30% et qui est bien souvent inférieure à celle de la SCPI. Ce qui fait qu'il y a déjà un vrai impact positif avec cette fiscalité. Et le deuxième point, c'est que c'est une obligation qui est adossée à l'immobilier, mais c'est une obligation. Et du coup, cette obligation ne rentre pas dans le calcul de l'IFI, sur l'impôt sur la fortune immobilière. Parce que c'est un produit financier et pas un produit immobilier, contrairement à la SCPI. Et donc, pour beaucoup de personnes, une solution comme Wally peut être intéressante quand il y a des vrais sujets de fiscalité. Les sujets de fiscalité arrivent souvent quand on a déjà un portefeuille existant. Et donc, que ce soit pour des néo-investisseurs, Wally est une solution appropriée parce qu'elle permet de mettre un pied dans l'investissement immobilier à partir d'un petit montant, mais aussi pour des investisseurs plus fortunés, plus aisés. La fiscalité est intéressante et plus souple qu'une fiscalité SCPI ou investissement en direct. Et c'est une simplification aussi pour Les la procédures fiscalité qui est, totalement. Une simplification qui est top quand même. Ouais, nous ce qu'on fait, c'est très simple. On a des rendements qui sont versés, qui sont déjà prélevés de la flat tax. Donc la personne, ce qu'elle reçoit, c'est un impôt à la source. Elle n'a pas besoin ensuite de faire des démarches avec impôt goût, etc. Et en fin d'année, on envoie un récapitulatif qui dit voici ce que vous avez payé en flat tax. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Et ensuite, nous, en Wally, on se charge d'envoyer au trésor la flat tax qu'on a prélevée. C'est pratique. Justement, sur ImmoCompare, on essaye à chaque fois de faire une petite estimation de fiscalité. On essaye de prendre sur les SCPI. Donc on essaye de prendre un cas classique avec 30% de TMI, etc. Et on se rend compte que en fait, c'est hyper complexe à faire et ça nous prend beaucoup de temps d'estimer la fiscalité parce qu'en plus de ça, c'est des revenus fonciers, ça dépend de votre profil, etc. Et en plus, il y a des SCPI qui sont à l'étranger. Exactement. Et là, ça dépend de plein de choses sur l'étranger. Enfin, il y a des pays qui sont sur un certain régime, d'autres qui sont sur un autre régime. Donc ça fait plein de calculs. Et ne serait-ce que juste estimer et sa fiscalité sur qu'est-ce que tu vas payer sur la SCPI, c'est très compliqué. Alors que les 30% de flat tax, c'est très simple. C'est très simple. Il n'y a rien besoin. Et c'est un vrai sujet pour beaucoup d'asset managers et de fund managers. C'est le sujet de fiscalité des revenus étrangers. Une dernière question sur le marché immobilier en général. Je peux parler des classes d'actifs. Est-ce que tu perçois certaines classes d'actifs qui sont plus intéressantes ou plus sécurisées que d'autres? Je pense que j'ai pas une classe d'actifs où je me dis là vraiment je n'investirai jamais dessus. Chaque actif a ses avantages et inconvénients. Même les SCPI, on en a beaucoup parlé, on a un peu tapé dessus, mais ça reste quand même un investissement intéressant pour plein de personnes et ça peut correspondre à certains profils d'investisseurs. En fait, pour moi, ça dépend du profil, tout simplement. Donc, y a pas, en immobilier, il n'y a pas une verticale mieux que l'autre. Il y a quand même, le crowdfunding, ça a été quand même assez incroyable sur les 6-7 dernières années, quand même. Ou peut-être qu'en termes de rendement, c'était vraiment intéressant. Mais sinon, je ne mettrais pas quelque chose en avant, une verticale plus qu'une autre. C'est vraiment juste son profil. Il faut être en mesure de se positionner sur toutes les verticales. Et ça, c'est ma dernière question. Comment, pour toi, on peut facilement diversifier son portefeuille et aller toucher différents segments de l'immobilier? Ça aussi, c'est un conseil du coup, pour potentiellement des nouveaux investisseurs, la diversification. Donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais ça demande quand même un petit pot de départ quand même, parce que diversifier quand on a 100 €, c'est très compliqué. 1000 € pareil, 10 000 €, on peut commencer à aller chercher des diversifications intéressantes. Mais en fait, la diversification, elle peut se faire à plein de niveaux. Donc un peu en forme d'entonnoir. Donc il y a diversification en forme de classe d'actifs, l'immobilier, les actions, les obligations, peut-être les cryptos aujourd'hui. Donc elle peut se faire à ce niveau-là. Donc là, on peut mettre un peu d'argent un peu partout pour vraiment diversifier et avoir quelque chose de global. Et ensuite, même au sein de chaque verticale d'investissement, chaque produit, on va aussi avoir de la diversification à faire. Dans l'immobilier, ça peut être dans le type d'investissement, donc le crowdfunding, les SCPI, l'immobilier fractionné aujourd'hui. On peut faire en localisation. En localisation aussi, donc il y a plein de façons de le faire. Ouais, et c'est dur de prioriser, savoir dans quoi on se diversifie, ça peut être compliqué. Quand même, le gros point, c'est de jamais mettre tout au même endroit et essayer d'avoir
avec 10 000 euros, aujourd'hui, par exemple sur crowdfunding, c'est 1 000 euros. L'immobilier fractionné, on est sur du 100 euros pour certaines plateformes, même 1 euro pour certaines plateformes. Et donc, ça a deux avantages. C'est que le premier, ça permet d'investir des petits montants et commencer à se mettre le pied à l'étrier pour des néo-investisseurs. Ça, c'est super intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait, dès qu'on met un peu d'argent, on est tout de suite beaucoup plus intéressé. Donc, on va s'éduquer sur le sujet, alors qu'avant, on n'aurait peut-être pas fait. Donc, commencer à mettre un petit montant, c'est intéressant. Et en plus de ça, ça permet de se diversifier, mettre différents projets sur différentes plateformes, sur différentes verticales d'immobilier. Et le mieux, c'est d'être le plus diversifié possible. Mais après, ça va dépendre forcément du montant qu'on a. Et ça dépend aussi un petit peu du temps, parce que pour diversifier, plus gérer tous ces investissements, c'est compliqué. Il faut accorder du temps pour se renseigner, Ouais. pour chercher les bons acteurs, Complètement. connaître un petit peu les tendances historiques, le track record et avoir un peu de perspective, plus toutes les démarches aussi. Ouais. Ensuite, Complètement. on a certains types d'investissements qui prennent plus de temps que d'autres. Les CPI, il y a quelques CPI digitales qui se sont lancées. Ouais, c'est une super évolution pour venir toucher des profils plus jeunes. Complètement. Parce donc que on peut la transformation du secteur, comme tu disais, qui correspond beaucoup aux gens qui sont un peu plus âgés, mais c'est que pour les jeunes qui ont l'habitude d'être tout en instantané, on voit que dans certains des SCPI, ça commence à arriver avec aussi du sans frais. Bon, voilà, il y a d'autres frais ailleurs, mais bon, du sans frais, en tout cas à l'entrée en souscription. Donc c'est intéressant de voir la mutation du secteur. Aussi peut-être en réponse avec l'immobilier fractionné, du coup, qui est très digital pour le coup, contrairement au SCPI. L'immobilier fractionné est né 100% digital, et la SCPI doit le devenir. On a une étude de l'ASPIM qui dit que la moyenne d'âge des investisseurs en SCPI, elle est aux alentours de 55 ans, je crois. Et du coup, c'est un mode d'investissement qui est né avant le digital et qui commence aujourd'hui à prendre ce virage-là. On peut parler de Hiroko par exemple qui fait un super boulot. Et du coup, la comparaison avec l'immobilier fractionné, c'est qu'on s'adresse à des investisseurs qui sont nés eux aussi dans un monde digitalisé. Et donc, c'était obligatoire pour nous d'apporter de l'instantané, d'avoir une UX, UI, un parcours client qui répond au code de consommation de 2023. On a l'habitude de tout faire depuis son téléphone, de pouvoir envoyer des documents, de pouvoir recevoir de l'info, de parcourir des sites, d'avoir toute l'info qui est immédiatement accessible. Et il y a beaucoup de SCPI. Nous, on a encore de l'envoi de documents papier. On reçoit des lettres, on reçoit des rapports annuels par courrier, par mail. Mais ce n'est pas des documents qui sont adaptés au format des consommateurs. Justement, en fait, on a créé Wally avec mon associé Maxime parce qu'on ne se reconnaissait pas dans ce produit financier. Moi, j'ai 26 ans, Maxime 35. On a travaillé pendant, personnellement, moi, 4 ans et Maxime 10 ans en société de gestion. Et en fait, les produits qu'on proposait, qui étaient des produits intéressants, n'étaient pas accessibles ou ne se rendaient pas accessibles pour les 25-40 ans. Ce qui est dommage, parce qu'en plus, vu que l'immobilier c'est long terme, c'est hyper intéressant pour quelqu'un qui a 25 ans de commencer à investir, peut-être même dans une SCPI, parce qu'il faut amortir les frais, etc. Donc sur le long terme, ça devient super intéressant. C'est vrai que quand on commence à 65, 75 ans, c'est peut-être un peu moins intéressant, on va avoir moins de temps dessus. Alors que si on a un investissement qui est là depuis 20 ans sur une SCPI, on peut commencer à avoir des très hauts investissements avec des belles prises de valeur de sa part, un rendement régulier, etc. Donc c'est vrai que digitaliser, c'est un vrai sujet pour que les jeunes commencent à investir parce que c'est presque un sujet de société finalement que les gens puissent comprendre et se créer un patrimoine eux-mêmes. Je trouve ça super important, donc c'est vrai que l'immobilier fractionné ajoute quelque chose. Oui, totalement. Et l'immobilier fractionné, il y a un point aussi sur lequel, pour moi, c'est une forme de révolution, c'est qu'on est sur de l'investissement qui est quand même structuré, parce que c'est une obligation sur l'immobilier, mais accessible en direct. Et contrairement à la SCPI qui résonne beaucoup avec des conseillers en gestion de patrimoine, pour intégrer un conseiller en gestion de patrimoine, il faut déjà avoir un patrimoine à gérer. Et donc forcément, il y a une barrière à l'entrée pour accéder au SCPI. L'immobilier fractionné ne nécessite aucun revenu, aucun patrimoine, pas de situation forcément prédéfinie en termes de salaire, en termes de stabilité de l'emploi, situation familiale, etc. Donc c'est un produit pour moi qui est beaucoup plus démocratique que la SCPI. Ouais, je suis assez d'accord avec Stanley, c'est assez intéressant pour n'importe quel jeune d'investir. C'est sûr que tu vas pas à 22 ans, premier salaire, voir un conseiller en gestion de patrimoine qui t'aide.
Alors que par contre, tu peux t'inscrire sur une plateforme d'immobilier fractionné, regarder un petit peu, voilà, te renseigner un petit peu, regarder la modélisation financière qui est faite sur un bien, dire allez, je mets 500 euros, je vois comment ça se passe, ça m'intéresse, je vois mes premiers rendements qui commencent à débarquer sur mon compte, du coup, en fait, c'est l'appétit vient en mangeant, quoi. Ouais, Donc c'est totalement. ça, c'est intéressant. Ouais. En fait, la SCPI, c'est quand même 10 milliards de collecte net Ça, c'est énorme. en 2022. Le crowdfunding immobilier, c'est un 4, je crois, ou un 7. Ouais, c'est ça, 1 milliard. Ouais, c'est à peu près ça, les ordres de grandeur. Ouais. Après, la croissance de la collecte en crowdfunding est beaucoup plus élevée que celle de la SCPI. Mais en attendant, la SCPI, c'est 10 milliards depuis 10 ans. Ouais, c'est impressionnant. Et le crowdfunding, c'est ces chiffres-là, mais depuis. Enfin, c'est la première année où ça fait 1,7 milliard en IMO. Il y a encore 7 ans, c'était genre 100 millions. Ouais. C'était rien en fait. Enfin, 100 millions, c'est. Tout s'ouvre, ils doivent construire quand même un nouveau produit, je pense, un nouveau produit financier, qui soit complètement accepté par le grand nombre et la masse, faut quand même qu'ils fassent leurs preuves sur plein de choses, et à juste titre en vrai, parce que si tu as 10 ans déjà d'exercice sur un produit d'investissement, forcément tu as plus confiance dans si ça marche, alors que c'est super dur sur l'immobilier fractionné de dire si, c'est bon, c'est sécure, c'est exactement ça. Il n'y a pas de souci, machin. Et on a eu pas mal de difficultés, nous, au tout début de Wally, ça devait être en septembre-octobre, en fait, le terme 2022, le terme immobilier fractionné n'existait pas. Ah, ok. Quand on a commencé à réfléchir à Wally, c'était en mai 2022, Ok. avec mon associé Maxime. Oh, ça allait vite quand même. Ouais, ça allait assez vite, mais le terme immobilier fractionné n'existait pas. Et du coup, quand on parlait avec nos partenaires, quand on parlait même avec nos anciens collègues, les gens avec qui on travaillait, que ce soit des brokers, que ce soit des experts. Ils faisaient pas ce terme. Non, ils ne faisaient pas ce terme. Ils disaient crowdfunding, eux. C'était crowdfunding. Je crois qu'ils ne disaient pas crowdfunding, je ne sais plus ce qu'ils disaient, mais peut-être crowdfunding, ouais. Ok. Et Brix, c'était le seul exemple en France. Ouais. Et en mai-septembre 2022, c'était un bon exemple. À partir de décembre, c'est devenu un très mauvais exemple. Et là, il commence à redevenir. Ils sont revenus avec quelque chose d'un peu plus sérieux quand même. Mais qui n'est toujours pas en fait. Ouais. C'est la partie visible de l'iceberg est sérieuse. Et ensuite, ce qu'il y a dessous, c'est un peu bizarre, effectivement. Avec son frère. Exactement, au Portugal. Enfin, c'est quand même, ça commence à se savoir. Et j'ai hâte de voir ce que va dire l'AMF. Et tout ça pour dire que l'immobilier fractionné, quand on a commencé, pour nous, on ne savait même pas qu'on voulait faire de l'immobilier fractionné, parce que le terme n'existait pas, on ne l'avait pas défini. Et après, à partir de, je pense, début 2023, ça a commencé, ce terme a été mis sur le marché, la presse l'a utilisé, etc. Il y a eu quelques articles qui sont sortis, Le Monde, Le Figaro, Europe 1, qui correspondent souvent à des sorties de plateforme. Mais c'est encore un terme qui est très peu connu, très peu utilisé, et comme il est peu connu, du coup il a un indice de confiance qui est assez faible. Et donc c'est un vrai sujet pour nous et pour les autres acteurs du marché, les 6-7 autres acteurs, d'apporter énormément de sérieux pour que ça bénéficie au plus grand nombre, que ça bénéficie au marché et aux investisseurs. Et c'est pour ça que Brix, pour clôturer sur eux, ils ont ouvert un marché et ils l'ont refermé immédiatement. Et ils ont fait un peu mal au marché. Ouais, et en fait, ils l'ont ouvert en disant voilà, c'est possible d'investir des 10 euros. Brix, ils se sont inspirés de Realty aux États-Unis. Ils ont d'ailleurs une charte graphique qui est très proche. Et ensuite, ils l'ont tout de suite refermé en décembre 2022 à cause de tous les scandales juridiques. Et ça, c'est vraiment un point pour moi qui est ultra essentiel. L'investisseur, quand il choisit une plateforme d'investissement fractionné, il faut qu'il regarde le profil des fondateurs. Qui a fondé cette boîte? Est-ce que c'est une boîte qui a été fondée par quelqu'un qui fait de la tech, par quelqu'un qui fait du marketing, ou par quelqu'un qui fait de l'immobilier? Et vous investissez en tant qu'investisseur dans de l'immobilier, vous n'investissez pas dans une boîte de tech. Et l'immobilier, il y a des aspects juridiques à bien prendre en considération. Et Brix, ils se sont plantés à cause de ce sujet juridique. Et ils ont été mal conseillés parce que les fondateurs n'avaient aucune connaissance de ce qu'étaient des produits financiers, des titres financiers, de qui était l'AMF. Pour eux,
ils ont construit un truc de toutes pièces. Ah, c'était assez impressionnant. Hein. Ouais. Même, tu regardes, mais même dans la modélisation financière qu'ils faisaient sur leurs biens, alors on ne sait pas si c'était qu'ils ne savaient pas trop comment faire ou si vraiment c'était pour cacher certains trucs, mais ils proposaient des immeubles fin fond de la France avec des rendements hallucinants, sans prendre, ou même des biens avec 30 appartements dans une ville de 10 000 habitants. Ouais. Ils disaient non, il n'y aura pas de vacances locatives, ce sera loué 100%, et leur projection financière c'était ça. Ouais. Donc forcément, les investisseurs, il y en a, ils se tombaient de haut, et les rendements n'étaient pas du tout, Pas du tout réaliste et pas du tout réalisé. et complètement. Et aujourd'hui, quand même, ils ont quand même un peu modifié. J'ai regardé leur nouvelle modélisation financière où là, ils prennent beaucoup plus de choses en compte, beaucoup plus de dépenses, etc. Ça commence à être un peu plus qualitatif, je trouve. Ouais. Ils se sont améliorés aussi avec du staff, staff immobilier. Ouais, j'imagine. Ils ont une équipe immobilière qui a été créée, enfin, qui a été mise en place. Et il faut, parce qu'annoncer des rendements trop élevés, ça crée surtout de la déception. Exactement. Et c'est le pire sentiment. Négatif, ouais. Ah, exactement. Parce que quand on annonce un rendement, l'investisseur, même si on lui met tous les wordings qui disent que c'est un investissement qui est non garanti, qu'il y a un risque de perte en capital, que les performances passées ne donnent aucune garantie à 100% sur les performances futures, l'investisseur, quand il investit sur un truc à 5%, il pense qu'il va avoir 5%. Et du coup, si on lui annonce 3, pour lui, il a perdu de l'argent. Alors qu'en fait, il a quand même gagné de l'argent. Mais c'est 3 vs 5, ou 3 vs 7, vs 10, vs 12. Et du coup, ça crée un sentiment de déception et de perte qui est irrattrapable. Et donc c'est pour ça qu'il faut être ultra vigilant. Et c'est une règle d'or pour tous les asset managers institutionnels, c'est de toujours être ultra conservateur sur les business plans, très conservateur. Que ça soit. Donc comment être conservateur, c'est facile. Le CA, la croissance du CA, on la limite, et la croissance des charges, on l'augmente. Ce qui fait qu'à la fin, tu as un rendement qui est pas pessimiste, mais qui est conservateur. Donc tu prends un scénario conservateur, et après, oui, tu peux avoir en interne un scénario optimiste, ce qu'on appelle souvent base case. Et en fait, le but, c'est de suivre ce base case, de ne pas l'annoncer aux investisseurs, mais du coup, pas l'annoncer initialement aux investisseurs. Exactement. Et en conseil d'administration, d'annoncer que tu as surperformé tes prévisions. Tous les investisseurs préfèrent qu'on surperforme que de sous-performer. Mais c'est toujours super compliqué, je trouve, parce qu'il y a ce trade entre le marketing. Bah oui. Parce que tu dis, je pense que je vais réussir à faire ce pourcentage. Et en même temps, tu dis, bah ouais, je fais 4%. Et j'imagine qu'il y en a d'autres qui sont à côté et qui se disent, bah non, nous on fait 7%. Et forcément, tu es un investisseur, tu es un peu perdu dans la masse. Tu vas te dire, bah je vais aller sur 7%. Donc, en tant que gestionnaire, toi, fondateur, j'imagine que ça va être compliqué à gérer de rester bien concentré sur, bien faire les choses. Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être un peu une course en ce moment sur l'immobilier fractionné. Et il y en a qui pouvaient être tentés de surévaluer le rendement. Et donc ça doit être compliqué de faire le choix de rester très pessimiste dans ces projections. Au début, en fait, l'immobilier fractionné, je pense, au premier semestre 2023, était comparé au crowdfunding. Parce qu'on utilisait des méthodes de collecte qui étaient les mêmes. Avec une plateforme, la création de compte, etc. Qui étaient les mêmes que le crowdfunding. Du coup, les gens comparaient le rendement du crowdfunding avec le rendement de l'immobilier fractionné. Et ça, c'est une grosse erreur parce que ce n'est pas les mêmes produits. Le crowdfunding, c'est des produits très court terme, avec des promoteurs en grande partie, avec des rendements plus élevés, parce que le risque est beaucoup plus élevé. L'immobilier fractionné, c'est un produit qui doit être comparé avec la SCPI, parce que c'est de l'immobilier long terme, c'est du placement long terme. Et du coup, quand on compare les rendements de SCPI avec ceux d'immobilier fractionné, on s'aperçoit qu'on est sur la même fourchette, entre 4 et 8. C'est très compliqué sur de l'immobilier long terme, du placement long terme, sur l'immobilier en France, bien sûr, d'approcher les 10% en rendement versé, à moins d'être sur des produits très, très exotiques, mais avec un risque du coup très élevé. Fractionné, pour le définir de manière globale, le principe est assez simple, c'est de diviser un investissement en petites fractions d'un montant unitaire, que ce soit 1 euro, 10 euros, 100 euros. Le but, c'est de dire qu'un investissement de 100, on le divise du coup en fractions beaucoup plus faibles pour le rendre accessible. Comment ça fonctionne? Et il y a eu un gros problème aussi au tout début de l'immobilier fractionné, et Brice est tombé là-dedans, c'est que les gens pensaient qu'ils divisaient la propriété du bien.
Et donc les personnes pensaient qu'ils achetaient une part du bien en direct. Donc là-dessus, nous, on a dû beaucoup travailler en termes de jargon pour détacher la notion d'investissement via l'investissement fractionné et la notion de propriété. Ça, c'est un vrai point, on n'est pas propriétaire quand on investit dans l'immobilier fractionné. On est propriétaire d'un titre financier dont le rendement est adossé à un bien immobilier. Donc c'est vraiment, il faut comprendre qu'il y a on détache le bien de l'investisseur. L'immobilier fractionné, c'est en termes de fonctionnement, on le fait tous, et nous on le fait au Wally avec une plateforme qui permet d'avoir un parcours client très facile. Et je pense que c'est vraiment un des piliers de l'ADN de l'immobilier fractionné, c'est qu'on a un parcours client qui est vraiment automatisé. Ça prend 2 minutes, c'est fluide, on reçoit toutes les infos, c'est sur notre téléphone, on peut être de partout dans le monde, investir de partout. On n'a pas besoin d'être conseillé par quelqu'un à côté parce que toutes les infos sont déjà disponibles. Les transactions sont automatiques. Donc on investit, la minute d'après, on est propriétaire de l'obligation, etc. etc. Donc ça, c'est un vrai sujet et c'est une vraie révolution dans le monde de l'investissement immobilier d'avoir autant d'automatisation et de fluidité. Et après, on a un dernier point, l'immobilier fractionné, ça repose sur des titres financiers et c'est des obligations. C'est le système juridique qui a choisi Wally. Et c'est un système juridique qui est ultra encadré en France. Et c'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec des obligations. Ça se comprend assez facilement, tout est disponible sur Internet. Et très facilement, une obligation, c'est un prêt que fait un particulier à une entreprise. Et l'entreprise s'engage à lui rembourser son argent avec des intérêts. C'est aussi simple que ça. C'est intéressant parce que du coup, l'obligation, c'est quelque chose qui est déjà largement utilisé dans le monde de la finance. Les entreprises qui l'utilisent beaucoup pour se financer. L'État aussi. Les obligations d'État, donc c'est quelque chose que les gens connaissent. Et c'est intéressant, c'est quoi ton avis sur les autres qui sont plus sur les autres sociétés qui sont plus sur du revenu-based financing, donc notamment la F2PR. C'est qu'est-ce qu'on pense par rapport au modèle obligataire? Parce que l'avantage qui est un peu amené par le revenu-based financing, c'est de dire que tu payes tes impôts, en fait, au début, tu ne la payes pas parce qu'ils considèrent que tu ne payes pas tes 30% de flat tax. Tant que ton capital n'a pas été remboursé. Exactement, tant qu'on t'a. Donc c'est quand même un avantage. Est-ce que toi, tu penses que. Enfin, c'est quoi ta vision là-dessus? En fait, l'immobilier fractionné, il y en a beaucoup qui ont voulu créer des plateformes en révolutionnant le code monétaire et financier, en révolutionnant les règles de fiscalité. Ils ont voulu tout révolutionner en même temps, avec beaucoup trop de combats. Et sans savoir qu'en face, c'était l'AMF, la CPR, donc la Banque de France, et l'administration fiscale. De notre expérience et de mon expérience en fonds d'investissement, en société de gestion, se battre avec l'administration fiscale, se battre avec l'AMF et avec la Banque de France, c'est un combat perdu. Autant jouer tout de suite dans les règles qui existent, proposer un produit qui répond aux règles et révolutionner plutôt l'usage, c'est-à-dire par exemple une plateforme, digitaliser un produit, que de vouloir révolutionner le code monétaire et financier. C'est un combat perdu. Et en termes de conseils, d'avocats, etc., ça coûte une fortune atomique pour des résultats qui sont incertains. Et surtout, ça a un impact sur les particuliers où tu peux créer beaucoup de déceptions et du coup venir tuer un marché encore une fois de plus. Et vous positionnez où en termes de réglementation, par exemple vis-à-vis de l'AMF, le contrat d'obligation, c'est quelque chose d'assez classique, donc ça n'a pas changé, mais sur la globalité Wally de l'entreprise, est-ce que vous cherchez à obtenir des agrémentations de l'AMF ou pas? On sait qu'il y en a d'autres qui essaient de le faire en immobilier fractionné. Vous, c'est quoi votre stratégie là-dessus? On utilise un contrat d'obligation qui a été coécrit avec nos avocats. On travaille avec un cabinet d'avocats assez prestigieux en droit financier et droit bancaire. Ils nous ont fait toute la structuration juridique de Wally. Et du coup, Wally en fait est un groupe qui a le droit d'émettre des obligations, donc de financer son développement via des obligations qu'achètent des particuliers. Vous avez une limite ou pas en termes de montant? Oui, alors on a une limite par projet qui est de 8 millions. Donc c'est-à-dire que pour des projets au-delà de 8 millions, on ne peut pas se financer en obligation, on est obligé d'avoir d'autres mécanismes de financement, comme par exemple de la dette bancaire. Ce régime-là, c'est ce qu'on appelle de l'émission de titres financiers au public.
C'est le terme qui existe, qui a été mis en place au XXe siècle et qui notamment permet d'avoir des entreprises cotées, par exemple. Une entreprise cotée, elle émet ses actions au public. Une entreprise qui est sur le marché obligataire, elle émet des obligations pour financer son développement. Et c'est ce que fait Wally. Wally, c'est un groupe immobilier qui a pour vocation de se développer via des particuliers. Et ces particuliers-là, on les rémunère en fonction de la performance du groupe. Sur la question des agréments, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'agrément et ça a été validé par l'AMF. On a déposé un dossier à l'AMF. On leur a posé la question. Ils nous ont dit votre structuration et le produit que vous proposez ne nécessite pas d'agrément spécifique. On a un enregistrement auprès de la Banque de France. On est agent de prestataire de services de paiement, ce qui veut dire qu'on peut recevoir de l'argent de particuliers, l'investir, récupérer les revenus et le reverser et faire ça via une interface bancaire. Ça, on a été enregistré à la Banque de France après un audit. Et sur l'avenir de Wally, on va aller chercher un agrément en particulier, mais qui n'est pas du tout un agrément, comment dire ça, qui n'est pas un agrément type PSFP. Le PSFP, on n'ira pas le chercher. Parce que le PSFP, c'est un agrément d'intermédiaire. Et d'ailleurs, certains veulent le PSFP, mais pour ne pas l'utiliser en intermédiaire. Donc ça, c'est un vrai risque pour moi. Ce que fait par exemple Brix, parce qu'il y a des notions de conflit d'intérêt qui sont très très fortes. Et donc nous, c'est un autre agrément qu'on va aller chercher, qui est beaucoup plus vaste et qui correspond davantage à ce qu'on faisait avant en société de gestion d'investissement. Du coup, le PSFP, normalement, dans l'exemple, c'est je ne peux pas à la fois investir et être porteur de projet. Exactement. Et à la fois être l'intermédiaire qui va faire le lien entre ce porteur de projet et le PSFP, il dissocie véritablement l'intermédiaire qui collecte l'argent et le porteur de projet qui va déployer l'argent. Et donc tu viens vraiment séparer les deux activités. Donc tu as une activité de leveur de fonds, qui est la plateforme PSFP, et tu as une activité de développement immobilier, qui est le porteur de projet. Et il vient vraiment séparer ces deux points. Certains, et une boîte en particulier, a réuni les deux, parce que le porteur de projet est une connaissance directe du leveur de fonds. Et donc là, ça pose une question de conflit d'intérêt, de délit d'initié. Ça interroge sur beaucoup de sujets. Et donc c'est pour ça que nous, on ne veut pas faire ça, parce qu'on a une vraie volonté d'être propriétaire de l'immobilier et de développer un groupe immobilier. Dans notre expérience avec Maxime, on a travaillé en fonds d'investissement hôtelier en particulier, et on a géré un certain nombre d'hôtels en France. Nous j'avais une centaine d'hôtels en France. Et c'est vraiment la trajectoire qu'on veut donner à Wally, c'est de se positionner sur l'hôtellerie du co-living et de se constituer un groupe hôtelier et un groupe de hôteliers co-living. Et d'avoir des hôtels exploités en France ou à l'étranger. Et donc pour cela, pour développer ce groupe hôtelier, on ne veut pas devenir PSFP. D'accord. Et l'intérêt d'avoir une agrémentation et quand même d'aller chercher une agrémentation, c'est quoi pour vous? C'est pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Pour ajouter certaines fonctionnalités pour dépasser le montant des 8 millions. Parce que 8 millions, c'est par projet ou par foncière? C'est par projet. C'est par projet, c'est par projet. Il faut vraiment que chaque projet soit différent. Et c'est par projet. Et du coup, c'est quand même limitant pour nous parce qu'on a la conviction que si on fait bien notre travail, dans plusieurs années, on pourra avoir des projets au-delà de 8 millions d'euros. C'est vraiment la trajectoire qu'on veut donner. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On le sait, hein, on n'est pas capable de financer ces montants-là. Mais imaginons demain, quand je dis demain, c'est en 2026 par exemple, on veut financer un hôtel dans Paris qui fait 50 millions d'euros. Bah, grâce à cet agrément, on pourra le faire. Voilà. Très humblement, aujourd'hui, la limite des 8 millions, elle nous suffit largement parce qu'en fait, on n'a pas la clientèle nécessaire pour financer un projet à plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros. Donc cet agrément, il ne nous sert à rien aujourd'hui et on veut pour plus tard, quand on aura une clientèle qui sera vraiment présente. Je pense que le PSFP, c'est un vrai sujet et les investisseurs particuliers, et ça me fait penser à un autre sujet sur lequel j'aime bien parler parce qu'on me pose beaucoup de questions, c'est sur le sujet des garanties et des hypothèques.
Ça, c'est un deuxième sujet qui, pour moi, est complètement bullshit. Ok. Parce que, tout comme le PSFP, tout comme les garanties et les hypothèques, le particulier, il voit juste le mot agrément et sûreté et il est convaincu. Et ce que tu disais tout à l'heure sur le crowdfunding, c'est d'aller creuser dans les projets. Et il faut aller creuser aussi qui détient l'hypothèque. C'est quoi comme hypothèque? L'agrément, à quoi il sert? Est-ce qu'il est bien utilisé? Et en fait, sur les hypothèques, on a un vrai enjeu, c'est que l'hypothèque, elle est censée protéger l'investisseur. Si jamais ça se passe mal et que le bien doit être cédé, c'est pour dire c'est toi en premier qu'on va payer. Pour moi, c'est le point clé sur l'immobilier fractionné. Il faut bien regarder, c'est vraiment ça, qu'est-ce qui se passe si ça se passe pas. Notamment parce qu'en fait, le risque, en plus de tous les risques qui incombent à l'immobilier, c'est le risque de la structure. Si Wall est faillite, c'est une start-up, on sait tous que pas forcément facile d'aller au bout, je ne vous souhaite pas. Mais il y a un vrai risque, il y a plein d'acteurs qui se lancent aujourd'hui. Et donc, si la boîte fait faillite et qu'elle n'arrive plus à gérer ses biens, etc., qu'est-ce qui se passe pour l'investisseur? Et du coup, toi, ce serait super intéressant d'avoir ton point de vue sur quelles sont les hypothèques qui sont les plus intéressantes et les plus sécurisantes. On sait que par exemple, on parle beaucoup de Brix aussi, mais Brix il fait une promesse d'hypothèque qui légalement ne sert pas à grand chose pour l'investisseur et sécurise quasiment pas. Vous, c'est quoi votre positionnement sur l'hypothèque? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, l'hypothèque, tu as différents niveaux d'hypothèque et beaucoup veulent le Graal qui est l'hypothèque de premier rang. Qui est déjà proposé par pas mal de plateformes quand même. Sur l'immobilier fonctionnel. Ce qui est assez marrant, c'est que en fait, l'hypothèque de premier rang, déjà quand tu as une dette commerciale, tu n'es jamais en premier rang. Donc du coup, tu as l'État d'abord, ensuite tu as la banque, et ensuite tu viens en premier rang, l'hypothèque de premier rang. Du coup, tu es quand même déjà en troisième rang. L'hypothèque de premier rang, elle sert quand tu es sur des projets très complexes et elle a été utilisée sur des montants beaucoup plus élevés que sur ce que nous on fait en immobilier fractionné. Parce que l'hypothèque de premier rang, elle a un coût, il faut qu'elle soit enregistrée chez le notaire, elle a un coût, plus elle demande du coup d'avoir un suivi, de nommer un interlocuteur, tu as tes obligataires, tu as une masse d'obligataires, c'est-à-dire que tous les obligataires sont regroupés dans cette personne morale qui s'appelle la masse. Et la masse, elle a un représentant qui est une personne qui, elle, peut activer l'hypothèque de premier rang. Comment vous choisissez d'ailleurs? Parce qu'à chaque fois, on voit dans les contrats qu'il y a un nom. Comment ils sont choisis dans le secteur? Donc, le but du représentant de la masse, c'est de représenter les intérêts des porteurs d'obligations. Cette personne-là, il y a deux choix. Soit tu la nommes, toi, nous, plateforme d'immobilier fractionné, on peut la nommer tout de suite, sans interroger les porteurs des obligations. On peut leur dire, on vous impose que votre représentant, c'est un tel. C'est pas très démocratique, c'est plutôt une voie où on t'impose à quelqu'un, enfin, tu connais pas la personne et c'est elle qui représente tes intérêts. Et nous, ce qu'on a choisi, c'est la voie démocratique qui existe, c'est de laisser les porteurs des obligations choisir leurs représentants. Donc c'est eux qui se réunissent. Si ils veulent se réunir, on doit organiser toutes les réunions, on doit leur donner un lieu de discussion pour qu'eux échangent entre eux et élisent un représentant. Toutes les boîtes de crowdfunding, d'immobilier fractionné, à part Wally, nomment de manière unilatérale un représentant de la masse. Donc le représentant de la masse qui est nommé, en fait, il ne défend plus les intérêts de la masse par rapport à la boîte d'immobilier fractionné, mais c'est plutôt, ils ont inversé le schéma, c'est-à-dire qu'ils représentent les intérêts de la boîte d'immobilier fractionné, de la plateforme, vis-à-vis des porteurs des obligations. Donc pour nous, les obligations avec une masse ont été détournées de leur rôle prioritaire qui était de laisser la possibilité de vote et d'action. Et on va aller dans le cas extrême. Donc un représentant de la masse qui est nommé par la plateforme d'immobilier fractionné. Donc demain, le bien est mal géré. Les porteurs d'obligations vont aller voir le représentant de la masse. Ils vont leur dire on veut activer l'hypothèque de rang 1. Ce représentant de la masse, sachant qu'il est de connivence avec la plateforme d'immobilier fractionné, est-ce qu'il va vraiment activer l'hypothèque? C'est une vraie question. C'est pour ça que dans les contrats, il faut regarder qui est le représentant de la masse. Et c'est très facile de voir que le représentant de la masse, il est en relation depuis bien longtemps
avec Ok. la boîte d'immobilier fractionné. Ça en dit long sur la gouvernance au niveau des obligations. Et le dernier point aussi qui est pour nous très dangereux, c'est que quand tu as une hypothèque de premier rang, du coup, il faut que le représentant de la masse il dise « Ok, je valide pour lever l'hypothèque ». Donc là, le bien est vendu. Une fois que le bien est vendu, tout l'argent va chez le représentant de la masse. Souvent, si c'est une personne physique, ça veut dire que sur son compte en banque, il reçoit tout l'argent de la vente. Ok. Et ensuite, cet argent-là, à lui de le redistribuer aux obligataires. Et ça, en fait, c'est dans le cas de la vente, et il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas pris en considération. Mais moi, en tant qu'investisseur, je n'ai pas envie qu'une personne que je ne connais pas ait le fruit de mon investissement sur son compte en banque personnel. Mais légalement, il est obligé de le redistribuer. C'est fou. Légalement, il est obligé de le redistribuer. Mais tu es un porteur d'obligation, tu as mis 100 euros. Ouais. Ensuite, Ouais, tu as mis 1000 euros, 2000 euros, 4000 euros. On va faire quoi? On va se réunir tous ensemble, aller prendre un avocat pour aller chercher un représentant de la masse qui a levé une hypothèque mais qui ne nous a pas rendu l'argent. Tu vois, c'est quand même assez compliqué. Ce sujet-là, on l'a beaucoup travaillé avec nos notaires et nos avocats qui nous ont dressé toute la liste des avantages et des inconvénients. L'avantage, effectivement, c'est que s'il y a un problème, les investisseurs sont censés pouvoir prendre la main via l'hypothèque. Les inconvénients, c'est que tu as une personne au milieu qui a un coût, donc déjà ça réduit la rentabilité de ton projet, que tu ne connais pas forcément, ou que tu as nommé de manière unilatérale, donc c'est pas du tout dans l'état d'esprit. Et cette personne-là, surtout, le moment où tu vends le bien, elle a tout l'argent sur son compte en banque. Et ça, c'est un vrai sujet pour moi qui est difficile à accepter. Et quand je lis des contrats de certaines plateformes avec des représentants de la masse qui sont des particuliers, pour moi, c'est un vrai risque. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans 7-10 ans. Il faut prendre en considération que le représentant de la masse ne voudra peut-être pas toujours défendre nos intérêts puisqu'il a été nommé par la boîte d'immobilier fractionné. Donc voilà, ça c'est un... Après, on a la fiducie aussi qui a été mise en place, notamment par des boîtes de tokenisation. La fiducie, pareil, pour moi, c'est une aberration d'utiliser une fiducie. La fiducie, elle a été créée pour des projets très exotiques. En Outre-mer, en 2007, elle a été très très peu utilisée parce que c'est très complexe, ça coûte super cher. Et du coup, pour des projets simples, type un immeuble de résidentiel, un immeuble de bureau, c'est pas très compliqué. La fiducie, elle a été créée plus pour les infrastructures. Genre, tu construis un aéroport, tu vois, c'est plus pour des sujets vraiment d'envergure. Et du coup, toi, c'est quoi pour toi, qu'est-ce que vous faites chez Wally pour sécuriser au maximum l'investisseur en cas de problème? En fait, l'investisseur, il signe un contrat qui s'appelle une obligation, et ce contrat-là, il détaille tous les risques et tout ce qui se passe si on a des risques, si les risques viennent à s'exécuter. Et du coup, en fait, c'est ça qui protège l'investisseur. Et on veut vraiment axer le fait que le contrat d'obligation est suffisamment engageant pour qu'on n'ait pas besoin de rajouter d'autres sûretés par-dessus. Et le couple risque-rendement, il s'applique aussi pour les sûretés. Plus c'est risqué, plus tu as besoin de sûreté. Moins c'est risqué, moins tes sûretés elles sont nécessaires. Et du coup, pour un appart en co-living dans une grande ville de France, géré par un exploitant de premier rang, on n'a pas besoin d'avoir de sûreté. C'est un T5 à 500 000 euros qui est situé en plein cœur de Lyon. C'est pas risqué, il n'y a pas de sûreté. Un projet de développement foncier de 100 appartements en plein milieu de la Creuse, ça c'est risqué, il faut une sûreté. Tu vois? Et en fait, les personnes, la clientèle crowdfunding a été habituée à avoir des sûretés de partout parce qu'ils étaient sur des projets risqués et du coup, ils veulent voir la même chose sur l'immobilier fractionné. Mais par exemple, quelles sont les sûretés sur une SCPI? Il n'y en a pas. La seule sûreté à peu près qui existe, c'est le track record. C'est de dire, ok, vu le track record, je sais qu'ils sont bien gérés. Voilà, mais c'est un taux de confiance. Et donc, c'est à nous de construire le taux de confiance par nos actes, et par notre bonne gestion, et pas construire le taux de confiance sur des sûretés. Mais c'est sûr qu'au début, c'est rassurant quand même de voir sur le contrat que dans le pire des cas, en fait, c'est surtout le cas pour moi le plus risqué, c'est pas forcément sur le bien, c'est vraiment sur Wally en tant que tel, sur la startup, qui pour moi est le risque qui est vraiment présent. En fait, si Wally fait faillite, est-ce qu'au moins je peux récupérer l'argent du bien? Bien sûr, parce qu'on a une structuration juridique qui est intelligente dans le sens où
On ne met pas tous les œufs dans le même panier. Ok. Et si Wally fait faillite, la boîte a toujours un socle qui est immobilier. Et cet immobilier-là, il a une valeur. Et cet immobilier-là, il se vend. Et du coup, on pourra rembourser tous les investisseurs. Ok. Mais est-ce que dans ce cas-là, dans les obligations, il y a une assurance juridique que par exemple, vous allez peut-être avoir, je sais pas, des investisseurs qui vont avoir mis de l'argent, vous allez potentiellement investir de l'argent, etc. Est-ce que malgré le fait qu'il n'y ait pas d'hypothèque ou de sûreté, l'argent des biens qui seront liquidés, ils vont aller d'abord aux investisseurs particuliers et pas aux investisseurs à vous dans la Totalement. Et comment ça se Parce que ça se passe, c'est dans les rangs des créanciers. Ouais. On a plusieurs niveaux. Donc, comme je disais, le premier niveau, c'est l'État. Le deuxième niveau, ce sont les prêteurs de dette. Et le troisième niveau sont les actionnaires en fonds propres. Les prêteurs de dette sont nos obligataires. Et donc, si on est en redressement judiciaire ou en liquidation, c'est tous les prêteurs de dette qui seront remboursés en premier. Et en troisième lieu, vient du coup les actionnaires en fonds propres. Et s'il reste quelque chose, après avoir remboursé les 2 premiers rangs, on rembourse les actionnaires. Du coup, nos investisseurs qui achètent nos obligations, ils seront remboursés tout de suite après l'État, si jamais on fait faillite. Et ensuite, nous, s'il reste quelque chose, on prendra le fruit et le solde. Okay. Et donc, le contrat d'obligation, légalement, il a déjà cette force-là d'être sûr d'être remboursé après l'État. Et on peut pas, c'est impossible d'être remboursé après l'État. Donc, le porteur d'obligation, il a la meilleure position de facto en fait, parce qu'il vient tout de suite après l'État. Okay. Le seul du coup, potentiel sujet, on va dire, c'est si Wally décide d'emprunter de la dette bancaire. Totalement. Et là, par contre, la dette bancaire sera avant les obligataires. Mais ça, dans tous les cas, il n'y a aucune dette bancaire qui peut se placer après des obligations de particuliers. Parce que, en fait, dans la structure, si, imaginons, tu as la tête qui est Wally, et ensuite vous investissez avec des foncières. Ouais, c'est des sociétés spécialisées en immobilier. Ouais. Si, imaginons, Wally a de la dette bancaire, mais pas la foncière, ouais. Est-ce que, du coup, Wally va pas liquider les biens d'abord et recevoir l'argent et rembourser la dette bancaire avant on n'a pas de dette bancaire qui sera pas affectée à un bien immobilier direct. Donc c'est-à-dire que dans une même société, tu as le bien et l'endettement de ce bien-là. Et ensuite, l'investisseur, il est remboursé directement par cette société-là. Vous comptez vous endetter du coup Sur certains projets, oui. Okay. Sur des projets type hôtellerie, ça a du sens de s'endetter, sur d'autres projets, non. Et l'hypothèque de rang 1, dans tous les cas, elle est toujours après la dette bancaire. Il n'y a aucune banque qui prête de l'argent si elle n'est pas remboursée en premier après l'État. Donc ça revient au même en fait, c'est la même chose, sauf que dans le jargon, c'est plus rassurant de voir hypothèque de rang 1. Mais le contrat d'obligation est en fait une forme d'hypothèque de facto. Ok, voilà, comment vous sourcez les biens, comment vous les gérez et comment vous apportez de la valeur à un investisseur, parce que c'est vrai que c'est super intéressant l'immobilier fractionné, mais il y a forcément aussi quelques sujets, notamment le fait que c'est important pour vous d'acheter des biens quasiment tout le temps déjà rénovés et déjà loués pour commencer à donner des rendements assez rapidement. Donc forcément, la valeur ajoutée va énormément se faire dans le sourcing, elle ne se fait pas du coup dans les travaux qui peut apporter de la valeur aux investisseurs. Donc on paye un service aussi qu'on fait l'immobilier fractionné pour trouver des biens plutôt en dessous du marché, on va dire, ou tout simplement pour rien faire. Et donc du coup, comment vous arrivez à bien sourcer ces biens-là, potentiellement acheter en dessous du marché pour apporter de la valeur à vos investisseurs. Ok. Déjà, il faut savoir que dans l'équipe, les fondateurs, Maxime et moi, on a vraiment des profils complémentaires sur l'immobilier. Maxime, son rôle depuis 10 ans dans toutes les boîtes dans lesquelles il a travaillé, c'était de faire de l'investissement. Il était investment manager, donc il a réalisé, que ce soit à Paris ou à Londres, à peu près au total 1 milliard d'acquisitions en immobilier en Europe. Okay. Donc il a une vraie expertise de connaître les marchés, connaître les réseaux de brokers, les réseaux d'agences et lui-même être connu. Nous, on reçoit à peu près entre 15 et 20 opportunités par semaine. Okay. Et sur ces 20, il y en a peut-être une, deux qui rentrent vraiment dans notre strate d'investissement. Donc déjà, il y a un très gros tri qui est fait. Comment on trie c'est en utilisant des critères quantitatifs et qualitatifs. Qualitatif, ça va être la localisation, la
composition du projet, du bien. Est-ce qu'il y a des travaux qui sont nécessaires? Est-ce que c'est dans une copro qui est saine? Est-ce que l'immeuble a été rénové? Donc ça, c'est plein de critères qualitatifs. Et le premier est vraiment la localisation. Et ensuite, des critères quantitatifs qui vont être, c'est quoi le prix d'achat? C'est quoi la prise de valeur que je peux estimer? C'est quoi mon loyer, mes charges? Du coup, à la fin, pour calculer un rendement net, donc ce qui va être versé, mais aussi un TRI global sur l'opération, le TRI qui comprend du coup de l'acquisition à la cession. On travaille sur des projets qui sont vraiment variés, que ce soit des projets qu'il faut rénover, par exemple le co-living, on achète des apparts, on met un budget de travaux qui est assez élevé, à peu près 1 500 € à 2 000 € du mètre carré pour la rénovation plus l'ameublement. Donc là, on crée de la valeur déjà, et ensuite on le file à un exploitant spécialisé en co-living qui, lui, va exploiter au quotidien, gérer les locataires, la rotation, etc. Et après, on a d'autres projets qui sont des projets déjà plus clés en main, qui ont déjà été rénovés, mais sur lesquels on est persuadé qu'on peut venir créer de la valeur, que ce soit par l'exploitation, renégocier les baux, changer des locataires, changer la destination. Par exemple, tu as un appartement refait qui est loué à une famille, tu le détournes pour le louer en courte durée à des professionnels de santé, à des frontaliers, et du coup en changeant l'usage, tu peux venir créer du rendement, et c'est comme ça qu'on crée de la valeur pour les investisseurs. Donc il y a plein de leviers pour créer de la valeur. C'est soit ça passe par une grosse phase de rénovation, soit ça passe par une transformation de l'exploitation ou une optimisation des charges. Donc ça, c'est des sujets que nous, on maîtrise avec Maxime. On a suffisamment d'expérience pour connaître les bonnes pratiques, connaître les risques aussi. Par exemple, à la colocation, les gens oublient la vacance locative de la colocation. On maîtrise ces sujets-là, et du coup, une colocation, tout de suite, dans les hypothèses, il faut prendre en compte que les gens restent 1 an maximum dans la coloc. Et donc que tous les ans, la chambre, elle va être vide pendant 2 semaines ou 3 semaines. Donc comment créer de la valeur? C'est comment faire pour que cette période-là soit la plus courte possible. Et donc, c'est de travailler avec des gestionnaires qui vont anticiper les départs. Comment on choisit nos gestionnaires? Ce qui est ultra important, c'est avec qui ils travaillent, quelle est la taille de leur parc. Il faut être chez un gestionnaire qui a un parc suffisamment grand pour pouvoir optimiser ses coûts, optimiser son personnel, mais pas trop petit non plus pour ne pas être le premier parc immobilier de ce gestionnaire-là. Parce que si jamais il fait faillite, du coup, on se retrouve avec tout un parc qui est vide. Nous, on travaille avec un gestionnaire qui s'appelle Honor, qui a digitalisé la gestion locative pour les asset managers, pour les foncières. Donc, il y a Primonial, Perial, Amundi, enfin un certain nombre de grands noms. Et donc, ils ont peut-être 5 000, 10 000 logements en France, ce qui permet d'être sûr quant à la qualité de leur métier, parce que déjà ils ont été sélectionnés par ces asset managers qui ont des process de sélection encore plus rigoureux que les nôtres, donc c'est un gage de confiance. Deuxièmement, on les a choisis parce qu'on a testé leurs produits, et c'est un produit qui est 100% digital, qui permet d'avoir du monitoring très facilement. Donc il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, comme la réconciliation bancaire. Ça, c'est un vrai sujet pour les gestionnaires locatifs, c'est quand tu as 200 logements, comment être sûr que le logement 48, le virement que j'ai reçu, il soit bien attribué au 48 et pas au 52. Et donc, ils font de la réconciliation bancaire. Plus, ils ont tout un système d'onboarding du locataire et du propriétaire qui permet de signer très facilement ses baux, d'avoir tous les états des lieux sur la même interface. Donc, ça vient quand même faciliter pour nous la gestion. Ça nous permet d'avoir une gestion micro, une vision micro et une vision macro. Travailler avec des particuliers Ils travaillent avec des particuliers, mais très peu. Ils ont davantage des clients institutionnels. Et ensuite, les opérateurs. Donc, les opérateurs en co-living et en hôtellerie, il n'y a pas de secret. C'est regarder la performance de leurs hôtels ou de leur parc de co-living.